Salut la compagnie. Bon, j'ai eu des questions étranges en MP, me demandant pourquoi je portais toujours les mêmes vêtements. Eh bien, en fait, je sais pas, je porte des vêtements amples dans lesquels je me sens bien, ce sont toujours un peu les mêmes, c'est le confinement, donc c'est vrai, quelquefois, je porte 3 jours de suite le même t-shirt. Je me douche, hein, mais je remets le même t-shirt et puis je me redouche. Le troisième jour, je remets le même t-shirt. Puis au bout d'un moment, ça pue, même si je suis propre en dessous et je le mets à la machine, quoi. Mais c'est pour ça que je porte un peu toujours les mêmes vêtements. C'est mes vêtements doudou, quoi. J'imagine que vous avez des vêtements doudou, vous aussi, non? Hmm. Moi, il fut une époque, j'avais un caleçon fétiche. À l'époque, je portais des caleçons. Maintenant, je suis passé au boxeur. C'est passionnant. Et j'avais un caleçon fétiche en fait quand j'avais un rencard, etc. Je me suis dit, impossible d'y aller sans ce caleçon fétiche. Bon, j'y peux rien. Euh... Putain. Ce qui est terrible en fait, c'est que je sais jamais ce que je vais dire. Et je dis quand même des trucs comme ça. Et après, je me dis, mais Marc, tu devrais pas raconter qu'à une époque, tu avais un caleçon fétiche. C'est ça, c'est des choses, les gens le disent pas, ça. Mm. Vous savez, ce vêtement dans lequel on se sent bien, on se sent d'attaque, on a l'impression d'être le roi du monde, on se dit tout va. Voilà quoi, il y en a des vêtements comme ça. Ben, alors, on va continuer à lire Philippe Génada, Vie et mort de la jeune fille blonde, et là on en est au chapitre 6. Petit résumé. Donc le narrateur va dans un dîner chez des gens chez qui il a l'habitude d'aller, qui sont plus ou moins alcooliques, avec beaucoup d'argent, tous un peu fous, ils font des concours de claques avant le dîner. À un moment, leur hôte raconte qu'il a une fille droguée, camée, de 35 ans, qui lui a fait du chantage pour avoir de l'argent, qu'il a perdu de vue, qui se prostitue, etc., qui s'appelle Céline. Et pendant qu'il raconte ça, l'enfer qu'il a vécu avec cette fille, il a essayé de la sauver, etc., le narrateur rend compte que très jeune, quand il avait 16 ans, il a couché avec une fille de 13 ans qui est peut-être en fait la fille de son hôte, puisque l'hôte a raconté des vacances passées il y a plusieurs dizaines d'années. Et donc en fait, qu'il aurait couché avec cette fille qui après a eu ce destin funeste, cette vie abominable. Elle est séropositive, etc. Alors le narrateur, lui, est un peu perdu. Il approche de la quarantaine. Bon, il picole un peu, mais ça va, quoi. Il est un peu isolé. Il nous explique que, bon, il ne sait pas trop où il habite, mais voilà, il vivote, en fait. Et là, on attaque le chapitre 6, que je vais essayer de mieux lire, en fait. Je me demande s'il n'y a pas une... Je me dis que peut-être je vais m'améliorer, en fait. Le type, je suis vraiment dans l'espoir en ce moment. Je, il n'est jamais trop tard, en fait, je veux dire. Déjà, il faudrait que j'arrête de trébucher sur le texte. Concernant ce texte-là, je pense qu'il faut que je ne peux pas le couper, le commenter pendant le chapitre. Peut-être que je peux blablater après, parce que j'aime ça, j'ai envie de... Voilà, quoi. C'est une sorte d'intrusion, quoi. Mais totalement assumé, hein. Mais donc je pense qu'il ne faut pas que je l'interrompe, à moins qu'il se passe quelque chose de terrible. Il faut que j'arrête de trébucher. Et il faut que je sache, il faut pas que je lise tout au même rythme, mais c'est très compliqué en fait. Donc, il faut que je ralentisse quand il faut ralentir. Je vais essayer quoi. Voilà, je me suis pas entraîné. C'est juste un livre que j'ai lu plusieurs fois. Et puis voilà. Et la pire des choses quand on lit, en fait, ce ne sont pas les trébuchements ou les erreurs de rythme, ce sont les lapsus. Moi, je me suis rendu compte au cours là, de toutes les lectures que j'ai faites que j'avais fait un certain nombre de lapsus qui qui normalement vont passer comme ça, comme une lettre à la poste pour tout le monde, mais moi, je sais que ce sont des putains de lapsus qui, heureusement, ne me révèlent qu'à moi-même et pas aux autres. Mm. Donc, du coup, je peux vous avouer que voilà, il fut une époque où j'avais un caleçon fétiche parce que tout ce que j'avoue sans qu'on voit que je l'avoue, il n'y a, y a que moi qui le vois, en fait. Donc, mm. Allez, à l'attaque. Bip, bip, bip.
J'étais électrisé sur le canapé. C'était peut-être elle. Paul avait fini de parler. Il s'était arrêté pensif, lourd, après le récit du réveillon qu'elle avait passé à dormir et à baver. Il n'avait manifestement pas réussi, en parlant, à se défaire du poids qui l'accablait. Au contraire, même si je ne suis pas certain que ce poids l'accablait en dehors des moments où il avait une occasion d'y penser. Et ses invités accusaient le coup autour de la table, assommés. Ils n'avaient plus rien de brillant ni d'original, leurs traits se brouillaient, leur peau se flétrissait. La soirée était, comme on dit, plombée. Les crocodiles se sont levés un à un et se sont dispersés dans la pièce, engourdis, marchant avec peine, l'œil morne. Cela n'étaient pas des crocodiles de compétition. Ils n'auraient certainement pas pu rattraper un homme à la course, même un vieux peu sportif. Jacques Quinte s'est servi un whisky, comme moi, Paul une vodka au goulot dans le frigo. Craven a changé le disque. Anne-Catherine et Marie-Sophie ont aidé Alice à se débarrasser. Slatvogue a téléphoné à sa fiancée. Bob Royal et Luc Mérite sont allés regarder le jardin par la baie vitrée. J'étais le seul à discrètement vibrer, à l'intérieur, car vu de l'extérieur, je devais avoir l'air aussi flasque et accablé qu'eux. Vu de l'extérieur est un peu stupide de toute façon, on n'est rarement vu d'ailleurs que de l'extérieur. Je devais lutter contre l'envie de leur faire part de cette surprenante coïncidence, ce qui n'aurait pas manqué de vivifier l'atmosphère et de donner un second souffle salvateur à la fête, car j'avais le pressentiment que si je parlais... Dis donc, incroyable, je crois bien que je me la suis tapée quand elle avait 13 ans, ta fille. Le visage de Paul se tournerait mécaniquement vers moi. Après un temps de stupeur, ses yeux se plisseraient en deux fentes acides. Il avancerait, d'une main calme, il décrocherait un grand sabre du mur et me l'enfoncerait dans le ventre jusqu'à la garde, en poussant un long soupir de délivrance. Alors bien sûr, je préférais me taire. Les sabres dans le ventre, merci. Je ne savais pas si c'était elle. Je n'avais aucune preuve, mais l'alcool qui rend tout simple et donne confiance m'incitait à penser que si, sûr, à ce moment-là, quoi qu'il en soit, je ne ressentais encore que le choc, la surprise. J'étais, comme on dit, scié. Et euphorique, par conséquent, car même si j'avais vécu pas mal de choses, je le jure, et nombre d'aventures en 39 ans d'existence galopante, je n'étais pas un habitué du phénomène de surprise, loin s'en fallait. En y réfléchissant, je m'aperçois même, avec un certain désappointement, mêlé de perplexité, que je n'ai dans ma vie presque jamais été véritablement surpris. Le truc qui fait bondir et pousser une exclamation, j'entends. Ce n'est pas gai à dire, ce n'est pas épouvantable non plus, on s'en passe, mais je me suis rarement retrouvé en situation d'étonnement qui sidère, bouche bée. Pour donner une idée, je crois que la plus vive sensation de surprise que j'avais éprouvée jusqu'alors, c'était par une nuit d'hiver à Veules-les-Roses. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était, pourtant, il y a bien longtemps. Il était une fois le prince de la nuit, moi, seul sous la lune dans un village fantôme, Veules-les-Roses. Je sortais d'un restaurant où j'avais dîné seul, et seul client dans la salle comme tous les soirs, je rentrais à pied par la grande rue qui traverse le village de la mer à la départementale. J'avais trop mangé, il faisait froid, quand soudain j'avais aperçu une silhouette imposante qui avançait tranquillement vers moi au milieu de la route, à une centaine de mètres, sous ma lune. Même dans la journée, en ce mois de décembre particulièrement humide et froid, il était exceptionnel qu'à Veules-les-Roses j'aperçoive une silhouette. Alors après 11 heures du soir, n'en parlons pas, ça ne servira à rien, c'est impossible. On comprendra donc que cette brusque apparition d'une âme vagabonde en plein cœur de la nuit m'est étonnée. Non, qu'on se rassure, attention, ce n'était pas ça, la plus vive sensation de surprise de ma vie. Je n'avais peut-être pas souvent été confronté à la stupéfaction, mais j'avais quand même quelques heures de vol. Attention, j'avais quoi, une bonne trentaine d'années. Je n'étais plus un poussin qui sursaute à tout bout de champ. Voir quelqu'un marcher dans la rue, je connaissais. Nos chemins allaient inévitablement se croiser, puisque j'avançais moi aussi au milieu de la route, et que m'écarter pour aller chercher le trottoir aurait été, me semble-t-il à juste titre, un aveu d'appréhension ridicule. Pendant que nous nous rapprochions l'un de l'autre, j'ai eu tout le temps de me demander qui pouvait être cet homme visiblement d'un certain âge, d'allure massive, qui se promenait d'un pas sûr et paisible dans un village désert et glacial plongé dans l'obscurité. Je n'en avais pas la moindre idée. Il y avait un réverbère sous les tentes et il y avait un réverbère tous les 31 kilomètres. Je ne pouvais donc distinguer son visage, mais sa démarche avait quelque chose de curieusement familier. Je connaissais pourtant très peu de monde à Veules-les-Roses et personne de cette corpulence. Sauf le boucher, mais je ne l'avais jamais vu marcher. D'où me venait ce sentiment, vague et difficilement exprimable, de familiarité, de reconnaissance. Il n'était plus qu'à 10 mètres de moi. Il marchait lentement et regardait droit devant lui. J'essayais de garder un air naturel et détaché, très compliqué quand on s'apprête à frôler quelqu'un au milieu de nulle part la nuit. Rien n'est pire, question malaise, hormis les trajets à deux en ascenseur.
Je l'observais du coin de l'œil, très discrètement, et je sentais grandir en moi une impression de terreur, de celle qu'on ressent face à l'inexplicable, ou du moins d'ahurissement. Je ne pouvais pas croire ce que je commençais à comprendre. C'est beau ça, je ne pouvais pas croire ce que je commençais à comprendre. Énorme. Mais il a bien fallu. À un moment ou un autre, il faut savoir se rendre à l'évidence. Et une seconde avant que nous nous croisions, ça ne faisait plus aucun doute. C'était Michel Galabru. Putain, j'avais oublié. Oh putain, c'est énorme. Qu'est-ce que ça pétille. C'était Michel Galabru. Je me suis retenu de bondir en poussant une exclamation, car je craignais de lui faire peur. Mais aujourd'hui encore, des années plus tard, la surprise et l'incompréhension persistent. Je ressentais à peu près la même émotion en voyant apparaître au milieu d'un dîner, chez de vieux Parisiens, une jeune fille avec qui j'avais passé quelques heures dans un champ en Gironde, plus de 20 ans auparavant. Excusez-moi, je suis encore sous le coup de c'était Michel Galabru. Moi, je ne sais pas si tout le monde ici connaît Michel Galabru, mais quand même, quoi. Enfin, si vous vous intéressez à la lecture, c'est que vous avez plus de 40 ans, donc vous connaissez Michel Galabru. Et très spécial, Michel Galabru, hein, très étrange. Pas du tout agréable, pas dans la séduction, et en même temps extraordinairement sympathique. Sa fille possède un théâtre. J'étais pas triste quand il est mort, mais je me suis dit, mince. C'est comme Christophe, là. Tout le monde pleure Christophe. Moi, je m'en fous. J'ai jamais accroché les mots bleus, tout ça. Ça m'a jamais rien fait. Mais le type avait l'air super, en fait. Donc, je suis toujours triste quand quelqu'un meurt, quoi. Et je l'aimais bien, quoi. Il était stylé, quoi. Il faisait chanteur stylé, même s'il n'y a aucune de ses chansons qui m'a ne serait-ce qu'un peu ému, quoi. Christophe. En plus, ces chanteurs avec un prénom, c'est lui qui a innové. Là, maintenant, il y en a eu plein là, avec The Voice et tout ça, mais à l'époque, quand même, ils avaient un nom et un prénom. Lui, c'était le premier, je crois, à s'appeler Christophe. Même des gens comme François Valéry, ils ont eu là. Ils avaient 2 prénoms pour avoir leur nom. Christophe. Bon, rien à voir. Bon. On reprend. Et si je n'avais pas craint, cette fois, le sabre dans le ventre, j'aurais bondi du canapé et poussé une exclamation. C'est quand même la poisse, la vie m'offre 2 surprises de taille, ce qui ne doit pas arriver à tout le monde, et à chaque fois, quelque chose m'empêche de réagir comme les autres, de profiter du choc pleinement détendu. Quel chemin tortueux avait dû prendre nos vies, la sienne et la mienne, durant tout ce temps, pour qu'elles se retrouvent ici. Il parle de la jeune fille blonde et de lui. C'est un livre sur le destin, en fait. C'est ça qui, moi, m'avait beaucoup... C'est un livre sur le destin, sur les chemins qu'on prend ou qu'on ne prend pas, par hasard, sans le savoir. Et ça développe une mythologie dont je parlerai, qui est terrifiante, en fait. Qui est très belle, mais terrifiante. Donc, quel chemin tortueux avait dû prendre nos vies, la sienne et la mienne, durant tout ce temps, pour qu'elles se retrouvent ici? J'aime les coïncidences, sans doute parce que je ne crois en rien d'autre, et qu'il est tout de même agréable et rassurant de se rendre compte, de temps en temps, que nous ne sommes pas que des mouches perdues qui volent nerveusement en tous sens dans l'espace, sans raison, sans cohérence et sans espoir d'aboutir à quoi que ce soit. Le hasard, c'est toujours ça de gagner sur le néant, sur le chaos du monde et l'inutilité de la vie. Vous voyez, il peut se permettre, en fait, des plateaux comme ça, parce qu'avant, il a tellement déconné avec Michel Galabru, ça lui permet de dire ça sans être ridicule, ça nous permet de le lire et de l'accepter, quoi. C'est de vraiment l'entendre, en fait. Et cette coïncidence-là me paraissait extraordinaire. Je devais la garder pour moi, mais je pétillais sous ma carapace. En me resservant un autre verre de whisky, je pensais des choses comme « c'est quand même dingue la vie », ce qui ne fait pas de mal de temps en temps. Tous les autres semblaient plus ou moins abattus, brisés, à l'exception d'Anne-Catherine Fad qui gardait la même expression étrangère, à l'écart. Certains discutaient sans enthousiasme, dévitalisés. Les plus faibles s'étaient réfugiés dans un coin en attendant un nouveau signal de bonne humeur. Tous flottaient dans le trouble, en veilleuse. Mais moi, j'aurais rattrapé n'importe quel homme à la course. Et puis, peu à peu, c'est reparti, car on oublie vite le malheur des autres.
Je ne me souviens plus du déroulement précis de la fin de cette soirée, car j'étais saoul. Mais je revois quelques images. Craven et Paul Mourati se disputaient violemment pour une histoire d'argent, tous les deux sur des béquilles. Luc Mérite, qui était en train de perdre ses cheveux, réussit à convaincre Bob Royal de soulever son t-shirt bleu électrique pour que l'assemblée puisse admirer ses seins parfaits. Elle garde un visage sérieux, elle a des seins parfaits. Je n'ai pas envie de toucher finalement, mais il lui manque une jambe. Couvert de plaques rouges et de croûtes, Jacques Quinte détourne la tête, mais ne dit rien. Alice Mourati, près de la baie vitrée, parle d'une voix monocorde avec Slade Vogue et Marie-Sophie Boivin, qui rit beaucoup et pleure en même temps. Anne-Catherine Fath par la première, je crois. Je réalise après 3 minutes de retard que je ne lui ai pas dit au revoir, à moins qu'elle ne soit venue m'embrasser, je ne sais plus. Luc Mérite, déjà chauve, propose un duel au sabre à Jacques Quinte, qui refuse, car un de ses bras vient de se détacher, puis à Slade Vogue, amorphe, qui refuse également. Luc Mérite s'écroule sur le tapis, en se tenant la tête à 2 mains. Je pense moins à Céline, après tout ce n'est peut-être pas elle. Je me suis emballé, ce serait trop beau. Jacques Quinte, dont la peau tombe en lambeaux, m'explique sur le canapé le sujet du roman qu'il est en train d'écrire. Je me dis que j'ai de la chance, que dans 60 ans, des gens dont les parents ne sont pas encore nés parleront de ce livre que l'auteur me raconte. Je serai mort. Alice Mourati écoute aussi, assise à ma droite. Elle est toute fanée, petite, sèche et grise. Bien qu'elle ait le plus grand mal à tenir sur une seule jambe, Bob Royal donne une claque retentissante à Paul, qui s'en mêle dans ses béquilles sous la violence du choc et conserve l'équilibre de justesse. Il entre dans une colère terrible et monte à 4 pattes dans sa chambre, où il va mourir. Puis Slade Vogue quitte la maison, après un coup de fil de sa fiancée, au moment où sa chair commence à dégouliner. À mon avis, ils ont pris des... Enfin, comme la scène est décrite comme un truc un peu onirique, ils ont pris des substances, en fait. Ou alors ils sont tous tellement déchirés. Enfin, c'est le narrateur qui voit tout ça, donc il est ivre mort. Mais en même temps, quand on est ivre mort, c'est pas hallucinogène, donc il a dû... Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, si vous ne voyez pas, imaginez. Au moment où sa chair qui dégueulait, peut-être Craven ensuite en rampant. Et c'est à peu près tout. Bob Royal frappe Jacques Quinte, tous les deux s'effondrent dans un petit bruit d'os qui s'entrechoque. Les crocodiles pleurent, mais le ragondin ne se laisse pas avoir. Il a autre chose à faire que les consoler. Il a sa place dans la jungle. Je ne sais pas quand je suis parti, sans doute tard, car il me semble qu'il ne restait presque personne, des corps et des membres oubliés. Je ne sais pas comment je suis rentré. J'ai dû trouver un taxi charitable ou très pauvre sur le boulevard, ou bien quelqu'un m'a ramené, un squelette ou un fantôme. Il ne reste aucune trace dans ma mémoire. Pourtant, je suis revenu chez moi d'une manière ou d'une autre, entier. Et je me suis réveillé en sursaut à 8h15, vaseux, mais le bouquet de fleurs dans la tête. Bon, alors pour ceux qui n'ont pas suivi les premières lectures, évidemment, là il y a plein de références sur les ragondins, les crocodiles, le bouquet de fleurs. Voilà, en fait, il est assez court, le cinquième chapitre. Est-ce que j'en lis un autre? Est-ce que je lis le 7? Je regarde s'il est long. Je n'ai pas envie. Alors, moi, ce qui me plaît dans ce chapitre, au début, on peut penser, voilà, c'est très, il y a des textures vraiment très différentes. Là, par exemple, on a eu droit sur la fin à quelque chose d'un peu surréaliste, en fait, qui flirte, en fait. Il flirte. Philippe Général, il flirte. Il flirte avec Audiard, il flirte avec le surréalisme, il flirte avec la métaphysique, mais et c'est beau comme des flirts, en fait. C'est beau comme des... Voilà, c'est des flirts réussis. Vous savez, c'est pétillant, c'est amusant, il y a la tension, il y a le... Et tous les personnages flirtent avec quelque chose, quoi. Soit avec le désespoir, le narrateur avec l'égarement, donc c'est une écriture de... C'est pas une écriture de l'entre-deux, c'est une écriture une écriture du flirt. J'ai rien, je peux pas le dire autrement, en fait. Sachant, puisque j'ai déjà parlé des mots anglais, des mots français, tout le monde, enfin, je pense qu'il y a pas mal de gens qui le savent, que flirter, ça vient du mot français. Enfin, au Moyen-Âge, on offrait des fleurs pour courtiser une femme, et donc ça s'écrivait flirter. F-L-E-U-R-T-E-R. Et puis les Anglais ont mis un i, puisque je l'ai expliqué pour spoiler, mail et piercing, ils mettent des i de partout, en fait, c'est leur truc, quoi. Soit ils mettent de la gelée, soit ils mettent des i, en fait, selon. Voilà. Et j'aime cette écriture du flirt.
et, et de la variété, en fait. Il y a des gestes différents. Ça peut être très beau, un livre écrit. Les précédents, ils étaient écrits comme ça. Ils cherchaient une note très précise et à la maintenir. C'est vraiment de l'ordre de la performance. Et là, c'est pas du tout ça, en fait. Il y a quelque chose de baroque, en fait, chez lui. Il y a quelque chose de baroque chez Génada qu'il n'y avait pas chez Emmanuel Pagano et Édouard Levé. Édouard Levé, peut-être un petit peu. Euh, non, Édouard Levé, c'était gothique, au sens de l'architecture. Emmanuel Pagano, je ne saurais pas dire. Euh, En tout cas, Génada, il y a du baroque, en fait. Voilà, c'est une écriture du flirt euh, baroque. Voilà, c'est ce que je pense, moi, dans la nuit noire, d'un Paris désert. Allez, je suis fatigué, là. Je vais me mater un film. À plus.